présente à la fois des ressemblances et des différences avec d'autres pays. Et il faut comparer ce qui est comparable. On pourrait comparer par exemple en pourcentage avec les pays voisins que sont la Grèce ou plutôt la Bulgarie, qui était un pays également allié de l'Axe. Si l'on prend néanmoins l'angle de comparaison à partir de la France occupée, dans une situation en principe moins autonome, ayant également une législation antisémite, et la situation roumaine, les chiffres, bien qu'évidemment il ne faille pas réduire la question de la Shoah à une question de chiffres, parlent. En l'occurrence, puisque la France a une population de 40 millions d'habitants et on compte plus de 75 000 victimes juives, ce qui est énorme. Alors que pour une population qui en 1940 est en Roumanie de 17 à 18 millions d'habitants, on compte 250 000 juifs roumains victimes de la Shoah. Donc, cela nous permet de voir que la situation en Roumanie, à l'époque, est plus meurtrière, parce qu'au fond, pour plusieurs raisons sur lesquelles on va revenir, mais une des raisons principales, et notamment elle concerne le pogrom de Iași, dont nous commémorons les 80 ans cette année, cette situation de la Roumanie en 1941, proche de la frontière russe, à la suite du pacte germano-soviétique, mais ce pays, qui par ailleurs a développé toute une législation antisémite depuis le gouvernement Gorbakov, à proximité de la zone qui va être la plus meurtrière pour les Juifs de l'Est. Et donc, je pense que cette circonstance et aussi les traditions antisémites propres à la Roumanie de l'époque expliquent ce décalage, même si, et pendant longtemps cela a été un argument apologétique, une moitié de la population dite du Vieux Royaume a survécu à la Shoah. Et que je crois que la Roumanie compte avec la France le plus grand nombre de Juifs survivants à la guerre. Donc la situation de la Roumanie est particulière, effectivement, et mérite d'intéresser les historiens, comme elle a intéressé Ranu Ioannid, dont je ne saurais trop recommander les ouvrages La Roumanie et la Shoah, parus à la Maison des Sciences de l'Homme, ou l'extraordinaire album de photos du pogrom de Iași, paru chez Kalman Levy. On peut les comparer, ça veut dire comparer, signifie voir les différences et aussi les ressemblances. Évidemment, les pogroms qui ont lieu en Ukraine, j'ajouterais même parfois en Pologne, même dans certains villages de Pologne, ou dans les pays baltes, ont ceci de commun qu'ils sont consécutifs à l'arrivée des Allemands dans des territoires qui ont été préalablement conquis par les Soviétiques, et qu'ils sont en grande partie la résultante d'une idéologie, d'une mythologie plutôt qui accourt dans les pays de l'Est et qui existe aussi encore jusqu'à présent, selon lesquels les Juifs seraient responsables du bolchevisme, et donc ces pogroms s'apparentent aussi à un règlement de compte après le départ des Soviétiques.
Évidemment, ce n'est pas le cas en Roumanie, bien qu'il y ait ces éléments-là dans le pogrom de Iași, qui est consécutif à un bombardement de l'aviation soviétique au tout premier jour de l'opération Barbarossa. Mais néanmoins, ce serait occulter l'aspect préparation de ce pogrom, préparation de long terme, par un long travail de l'opinion, par la propagande anti-juive, antisémite, et aussi, à plus court terme, la préparation même d'un pogrom qui fait que, d'une certaine manière, pogrom donne trop l'idée qu'il s'agit d'un soulèvement spontané des masses. En réalité, ce soulèvement est organisé, a des aspects organisés, et il y a des débordements, bien sûr, on le voit aussi dans le pogrom de Iași, notamment dans le massacre qui a lieu autour du cinéma Sidouli. Mais néanmoins, il ne doit pas occulter le véritable complot que représente, contre les Juifs en fait, que représente ce pogrom. La Roumanie, et ça c'est quand même un cas particulier, a une longue tradition malheureusement d'antisémitisme qui s'est crispée dans l'entre-deux-guerres, d'abord parce que l'émancipation des Juifs y a été tardive, elle a été plutôt imposée finalement par les Alliés après la Première Guerre mondiale. En tout cas, elle s'est vraiment installée après la Première Guerre mondiale. Il y a eu une agitation antisémite tout au long des années 20. Iași était la ville où fut créée la LANC et la Légion de l'Archange Michel, et on y comptait de nombreux légionnaires. Et surtout, il y a une particularité en Roumanie, c'est qu'il existait un antisémitisme intellectuel et un engouement pour la garde de fer de la part d'intellectuels aussi célèbres. Ce n'était pas encore à l'époque que Mircea Eliade, Emil Cioran, enfin des gens de cette qualité. Et donc, je pense que cela explique que l'atmosphère anti-juive ait été entretenue à la fois par les préjugés populaires et une tradition par le bas, et aussi par un antisémitisme intellectuel qui singularise la situation de ce pays. C'est une vaste question. Bien sûr, la responsabilité est multiple. Si on prend les responsabilités locales, évidemment, comme le montre très bien Radu Ioannid, on voit l'action du SSI, c'est-à-dire du service secret d'information, le renseignement roumain. Il faut nommer le colonel Constantin Lupu, qui était le commandant de la garnison de Iași, le colonel Dumitru Captaru, qui était le préfet du département, le colonel Kirilovici, qui était le préfet de police de Iași, qui était responsable notamment de l'enfermement des Juifs dans la questura, au commissariat. Il faut évidemment nommer à un plus haut niveau Mihai Antonescu, à qui on envoie comme un trophée un album de photos du massacre de Iași comme hommage, qui était le vice-ministre, et évidemment le chef de l'État, Ion Antonescu, à la fois patriote et antisémite fiefé, malgré son patriotisme dont on essaye de faire parfois un argument en sa défense. Il y a évidemment les Allemands qui sont présents et qui participent. Il faut citer aussi parmi les hommes de terrain le sergent Mircea Manoliu, qui donne les premiers coups de revolver dans le champ de tir sur les premiers détenus juifs.
Dans les trains de la mort, les deux trains de la mort, le commissaire Jan Botez, le sous-lieutenant Aurel Triandaf. Et puisque je fais cette cascade de noms, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier quelques noms que cite Radu Ioannis de justes qui ont aidé l'ingénieur Nahom, le prêtre Rose Merita qui est mis à mort pour avoir tenté d'aider des juifs, et un tourneur, un ouvrier, Johann Georgiou. Évidemment, je les cite, ils sont peu, puisqu'une partie de la population a malheureusement participé au massacre, en marquant notamment par une espèce d'inversion de la nuit de la sortie d'Égypte, leur maison d'une croix à la demande des autorités. Mais je veux dire que si on cite les justes, c'est pas pour qu'ils excusent le reste de la population, mais c'est pour montrer qu'une autre attitude était possible. Alors, les détails les plus frappants du pogrom sont d'abord sa préparation, le creusement de 2 fosses de 30 mètres dans les cimetières le 25 juillet, donc la veille du déclenchement du pogrom, son organisation méthodique derrière les débordements et les massacres dans la ville, et évidemment cette sinistre invention que sont les trains de la mort, qui sera imité après par les Allemands, qui consiste à mettre les 2500 survivants, je crois, de la préfecture de police, de ceux qui sont enfermés dans la préfecture de police, dans des trains sous une chaleur effroyable, où ils sont asphyxiés et dont ne reviendront, je crois, que 1000 survivants. Et c'est d'ailleurs de ces trains de la mort dont on a le plus de clichés, de photographies. Donc, et sur lesquels il y a le plus de détails. Donc évidemment, il est aussi caractéristique parce qu'il a lieu dans les frontières du Vieux Royaume, donc en Roumanie même, ce qui tend à nuancer l'idée que le régime Antonescu aurait protégé les Juifs du Vieux Royaume, un peu à la manière dont les Bulgares ont protégé les Juifs de Bulgarie tout en déportant ceux qui étaient au-delà de leurs frontières. Il y a donc bien eu des massacres à l'intérieur du royaume de Roumanie. Et cela bat en brèche un peu l'apologétique qui va se mettre en place pendant très longtemps sur le régime Antonescu. Alors la politique de la mémoire en Roumanie, elle commence en fait dès 1945. Il y a évidemment des procès, puis elle est occultée par les décennies de pouvoir communiste, où il devient difficile de travailler sur cette question pour des raisons qui sont connues, parce qu'on ne peut pas faire de différence entre les victimes de ce qu'on appelle le fascisme. En 89, il y a eu des tentatives de réhabilitation, évidemment, à la fois des légionnaires, du régime Antonescu, comme je l'ai dit tout à l'heure, au nom du patriotisme, etc. Bon, il y a eu une érection de statues, de rues à son nom. Je pense que ce moment est passé. Il y a eu plutôt des progrès, des reconnaissances officielles, de la responsabilité de l'État roumain dans la persécution antisémite. Alors maintenant, évidemment, il reste toujours beaucoup de travail à faire. Je pense que l'idée qu'il y aurait un lien entre, l'idée folle en fait, qu'il y aurait un lien qui vient du protocole des Sages de Sion,
actualisé qu'il y aurait un lien entre le communisme et les juifs reste quand même vivace. Et elle a été à l'origine, une des origines des massacres, donc il est bon de la combattre. Mais je pense que oui, il y a certainement du progrès qui est dû à l'intégration dans l'Union européenne. Puisque l'Union européenne en a fait un peu de cette lutte contre l'antisémitisme traditionnel en Roumanie une condition. Entre les 750 000 juifs qu'il y avait dans le royaume de Roumanie en 1930 et les 3 000 aujourd'hui, on voit bien que ce pays n'a pas été, pourtant les juifs étaient parfois heureux, n'a pas été une histoire, une success story, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais néanmoins, je pense qu'il est bon pour les Roumains que l'antisémitisme soit combattu, et y compris par l'entretien de la mémoire. Sur ce point, ça me donne l'occasion de rappeler les chiffres du pogrom qui se monte à... On est à peu près d'accord sur le chiffre de 13 000 victimes, ce qui est tué du 28 juin au 7 juillet 1941. En réalité, le négationnisme, révisionnisme comme vous voudrez, commence tout de suite, puisque certains services, pour minimiser la tragédie, à l'époque parlent de seulement 500 victimes. Curcio Malaparte, dans Caput, avance le chiffre qui tient du colonel Lupu de 7000 victimes. En fait, il y a à la fois une tendance à la minimisation et de la part des services secrets une tendance à donner les chiffres maximum afin de montrer leur efficacité. Donc je crois qu'on s'accorde à peu près sur le chiffre de 13 000 victimes. Le négationnisme en Roumanie et en France obéit à diverses motivations. Je pense qu'aujourd'hui, le négationnisme de type Faurisson, auquel certains intellectuels roumains ont pu être sensibles, qui est de nier carrément la Shoah, à travers la focalisation sur les chambres à gaz, il est peut-être un peu en recul, bien que sur Internet il soit toujours très actif et qu'il convainque, comme le montrent les sondages. Mais je pense que le risque de négationnisme nouveau, il naît plutôt de ce phénomène qu'on appelle le complotisme, qui tend à attribuer aux Juifs un rôle dans l'histoire qu'ils n'ont pas, et qui se développe également à la faveur des réseaux sociaux. Donc cela suppose réseaux sociaux qui peuvent être un progrès dans la communication entre humains, mais aussi un vecteur de la haine, et je pense que s'il y a un nouveau négationnisme, c'est par ces canaux-là qu'il se développe.